Que tu peux te présenter? Tu as commencé à apprendre le russe avec moi. Comment tu es revenu vers la Russie? Pourquoi tu as décidé d'apprendre ça quand même? Et pourquoi tu as décidé de partir à Moscou? S'il te plaît. Oui, j'ai en fait, j'ai fait des études en anthropologie à Louvain-la-Neuve et j'étais très intéressée, à tout ce qui est l'Asie centrale, la Russie et cetera et voilà, j'étais aussi, au Kirghizistan pendant mes études, pendant 2 mois. Donc là, je me suis rendu compte que c'était quand même donc je suis polyglotte, mais après le russe, il n'y avait aucun mot que je connaissais, que je comprenais et ça m'a quand même fort, intriguée. Les conversations étaient structurées de manière différente. Mhm. Par exemple, la politesse et cetera, tous ces concepts, c'était toujours, différent en fait et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup intéressée et puis, il y avait ce concours qui était par le centre scientifique. J'ai participé et je me suis dit, voilà, c'est une nouvelle expérience, en tout cas en tant qu'anthropologue, que j'aime beaucoup le voyage et des aventures culturelles. Donc, je me suis lancée là-dedans. Dis-moi, donc ça veut dire que tu es parti à Moscou pour un an. Avec quel niveau de russe tu es parti? Avec A2? En fait, je me suis rendu compte que même si quand on lit un texte, par exemple, ou pendant le cours, on parlait un peu, tu viens en Russie et en fait, dans le stress du moment, tu te rends compte que parler en russe, c'est super difficile et comprendre les personnes et voilà. Et en fait, beaucoup des étudiants étrangers en fait, partagent cette même expérience, c'est-à-dire je parle très bien dans mon pays le russe, mais une fois que je viens en Russie, je me rends compte que je n'arrive pas à en fait à ouvrir ma bouche quoi. Donc c'est vraiment la pratique du russe qui est très et aussi parce que je pense que les Russes sont très intimidants au début, parce qu'on ne te donne pas le temps de dire toutes les formules de politesse qui sont dans ta propre langue, comme par exemple Здравствуйте, извините, пожалуйста, nanana. Il n'y a pas le temps pour ça, il faut vraiment être très court et c'est quand même, ouais, même si tu es prête pour ça mentalement, sur le terrain, c'est quand même difficile, ouais. Dis-moi, combien ça dure ce stress? Parce qu'au début, tu viens et tu vois qu'en fait, les choses sont pas tout à fait comme était prévu. Et donc, Mhm. après quel moment tu as quand même commencé de trouver ton rythme? Plus 2-3 semaines minimum. C'est-à-dire, en fait, c'était le temps où j'ai pu tout faire 2 fois et donc tu crées un peu, ton territoire, on va dire, tes habitudes. Aller au supermarché, au début, c'était stressant, tu connais pas les produits et cetera. Tu essayes de lire, de comprendre, mais par exemple, après la deuxième ou la troisième fois, les personnes te reconnaissent et on te parle, on t'aide. Oui, le département des affaires étrangères, par exemple, des étudiants étrangers, il y a personne qui parle l'anglais ou le français. Oui, donc au début, quand on te donne ton Studentenschaftsbillet, la personne, elle te dit: «Tu ne peux pas perdre voilà, ta carte, hein». Il faut vraiment bien faire, gaffe. Une fois que tu l'as perdue, tu re tu vas, voilà, à la même dame et tu dis: «Voilà, j'ai plus ma carte, je l'ai perdue» et on commence à me crier dessus en mode: «Mais je t'ai dit que tu ne pouvais pas le perdre» et tu dis: «Oui, mais je ne l'ai pas perdu», avec une intention de le perdre, ça arrive et les Russes font une différence entre les étudiants étrangers. Donc il y a des étudiants qui sont inscrits à des programmes complets, comme par exemple un bachelier complet ou un master complet. Et puis il y a des étudiants étrangers qui viennent seulement pour un an ou 3 mois ou 6 mois, etc. Donc qui sont là pour un échange. Et donc tout le monde reçoit un Studentenbillet. Et normalement, plusieurs musées, par exemple, les acceptent. C'est la même chose pour les transports en commun. Donc là, on fait clairement la différence. Donc pour Mhm. ça, il faut vraiment être inscrit à un programme, par exemple, pour avoir une réduction.
OK. Tu as pris quand même une décision d'essayer vivre dans les общежития, oui? Ouais. Est-ce que c'était cher? Est-ce que c'était propre? En fait, les conditions sont très c'est super, c'est une expérience. Mmh. Donc, je conseille vivement à tout le monde qui a l'opportunité de le faire. Mais je pense qu'en fait, les conditions sont vraiment minimes. Mmh. Donc, c'est-à-dire, tu as une cuisine, mais rien ne fonctionne. Par exemple, tu ne peux pas garder tes choses dans ta cuisine parce que le lendemain, parce que tout le monde a accès en fait. Donc, tu partages ta chambre, les Il y toilettes a sont combien de gens dans ta chambre? soit 2, soit 3. Comme cette situation n'est pas idéale pour, tu n'es pas habitué à cette situation, en fait, ça créait des liens avec tous les autres étudiants, par exemple, parce qu'on rigolait, genre en mode, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va vivre, comment on va cuisiner, comment vous faites. Ça coûte quand même beaucoup, donc ça dépend de de si tu as une bourse. Si tu as une bourse, ça ne coûte rien. Mais si tu n'as pas une bourse, donc tu viens seulement pour faire un échange Erasmus, alors là, tu payes quand même 250 à 300 euros par mois. Mmh. Euh, et donc voilà. Et pour cet argent, tu peux trouver une chambre, à Moscou ou pas? Ben en fait, tu peux trouver une colocation pour, par exemple, 400 euros par mois. Est-ce que c'est possible de trouver une chambre quand tu es en Belgique? Sur Facebook, il y a une page Flats for Friends. Et Mmh. en fait, on cherchait tout cela. Il y a des règles, donc c'est-à-dire tu peux entrer dans l'obchejitje jusqu'à 1 heure du mat. Il y a le achranik, etc. Donc on te vraiment, tu peux plus entrer. Et si tu veux quand même sortir, etc. Et voilà. Alors là, il faut attendre jusqu'au matin. On voyait les Européens comme des enfants. Donc du coup, on voulait te protéger tout le temps. Donc du coup, donc tu pouvais plus entrer à partir de 1 heure, etc. Donc c'était vraiment la sécurité était très importante, etc. Et puis deuxièmement, il n'y avait pas vraiment cet espace, la notion de l'espace personnel. Donc voilà, ou bien la possession personnelle, on va dire. Donc on entrait dans ta chambre comme si c'était pas ta chambre. Et est-ce que le système d'éducation en Russie et en Belgique, en Europe est vraiment différent ou pas? Donc j'ai étudié le russe. J'avais 8 heures par semaine. Mmh. Premièrement, on te donnait tout le temps de домашнее задание. Mmh. Et donc, tu dis, mais je ne suis pas à l'université pour pouvoir faire tout le temps des домашние задания. Donc, Mmh. c'était un peu, ça, j'aimais pas trop. Et Mmh. puis, deuxièmement, en fait, c'était une classe internationale Mmh. avec des gens qui ont des accents différents. Oui, il y avait beaucoup d'écriture. Ce que j'aimais, oui, donc on essayait de faire même des analyses des poèmes de Pouchkine, par exemple. On avait vraiment des cours de littérature russe. Et là, on lisait vraiment des textes, des short stories comme ça, de par exemple Tolstoï, etc. Et c'était vraiment phrase par phrase, mot par mot, on analysait et puis il fallait écrire Donc vous avez fait un un essai, reading par exemple. oui, analytical reading, hein? Oui, oui. Ça, c'était pas mal. Ça, j'aimais vraiment beaucoup. Ça aidait beaucoup aussi. Et ça aidait aussi pour comprendre les nuances, en fait, dans la langue, quoi. Voilà. Surtout pour Pouchkine, etc. Je me disais, ah, maintenant, je commence à comprendre mieux l'esprit de la langue, on va dire. Donc, en fait, on accordait plus d'importance à ta présence Mmh. pendant le quadri et comment ta participation plutôt que l'examen final. Pour les étudiants étrangers, on me disait à la fin, ben, écoutez, vous pouvez juste écrire un essai, comme ça vous avez le temps de réfléchir sur la langue, etc., chez vous à la maison. Donc, on me donnait des cours, soit on changeait le cours, la langue du cours vraiment, et on disait aux étudiants, OK, on va faire en anglais, comme ça vous aussi, vous pouvez pratiquer. Soit, donc ça c'était vraiment chouette, soit on me donnait des cours privés en fait en anglais. Mmh. Donc il y a toujours moyen de quand même négocier en fait en Russie. Donc c'est ce qu'on m'avait dit aussi que la Russie c'était plutôt le pays du contact, donc de tout ce qui était humain. Donc même si donc dans le programme il y a des choses qui ne t'arrangeaient pas, tu peux toujours aller demander, expliquer ta situation. Pourquoi tu as décidé de rester à Moscou pour la deuxième année?
Donc tout d'abord, moi j'ai choisi, d'aller à Moscou et pas vraiment à Saint-Pétersbourg parce que je me suis dit: «OK, c'est la capitale». Est-ce que ça influençait aussi ton niveau de russe? Parce que maintenant, tu as presque B2. Donc je suis restée à Moscou parce que j'avais en fait des projets, à Moscou et deuxièmement, je trouvais qu'à Saint-Pétersbourg, il y avait plus de chances, il y avait plus de personnes qui parlaient l'anglais. Quand j'étais à Saint-Pétersbourg, je voulais acheter quelque chose et la personne repérait par un petit accent ou quoi, ou une hésitation que je parlais l'anglais plutôt. Et donc, on me répondait en anglais et je devais vraiment parfois me battre pour dire, mais non, mais parlez-moi en russe. Dis-moi, quand tu as commencé de travailler à Moscou, quand tu as pris cette décision que tu as quand même besoin plus de карманные деньги, oui, Voilà. quel travail tu étais capable de trouver? Oui, donc moi, ça a commencé quand j'ai commencé à faire des voyages, heu, en Russie et en fait aussi dans les pays à côté et en fait, là, je me suis dit: «OK, là, je vais devoir, travailler un peu» et premièrement, j'ai trouvé en fait un job, juste, pendant les week-ends comme répétiteur. Donc j'ai donné des cours de français. Une fois que tu es à Moscou, tu te mets sur quelques sites sur, Facebook, donc sur quelques pages. La première page, c'est Flash for Friends. Deuxième, c'est, Expats in Moscow and le la troisième page, je pense que c'est Jobs in Moscow, un truc pareil. Et en fait, là, il y a toujours des gens qui postent des opportunités pour des jobs. Donc, c'était dans le digital publishing où en fait, on voulait prendre des romans euh, contemporains russes, on voulait les traduire et en fait vendre sur Amazon. Et donc là, j'ai commencé en tant que community manager sur Facebook, etc., pour pouvoir créer en fait des fans. Et je devais aussi gérer la page Facebook d'une auteure russe. Et je pense que pour les étrangers, en fait, il y a plein d'opportunités dans tout ce qui est teaching, editing. J'ai même fait un stage chez Russia Today, Moscow in Your Pocket aussi. Donc là, oui, voilà, c'était d'écrire des petits textes culturels sur, par exemple, la cuisine, les sorties, la musique, Ça veut dire etc. qu'il y a toujours le travail en Russie si tu parles français ou en anglais. On cherche du native. Donc, Mhm. on dit toujours, on veut native speaker, native speaker. Donc, les Américains, super en demande. Mhm. Et pour la France, oui, les Belges, les Français, etc. Oui. Ok. Est-ce que tu as voyagé en Russie? Et où tu étais? Oui, donc pas autant que je voulais. Mais donc en Russie, ce que j'ai fait, c'est donc Saint-Pétersbourg, évidemment, Pskov, Rostov-on-Don et Omsk. Et pour le reste, donc j'ai fait un peu le Kazakhstan, la Géorgie, l'Azerbaïdjan. Comment tu as construit ton contact avec les Russes? Est-ce que c'était facile où tu as trouvé des amis si les Russes veulent communiquer? Comment c'était? C'est plutôt quand tu fais des sorties, c'est-à-dire quand tu es dans un environnement un peu plus relax, c'est-à-dire dans la rue et cetera, non, évidemment. Il y a pas vraiment une culture, en Russie de se parler, dans la rue et de juste venir et dire: «Hey, salut, comment ça va?» et cetera, non. Donc c'est plutôt, dans les bars, on va dire, ou pendant les concerts et cetera. Là, du coup, tout le monde est il y a vraiment cette atmosphère, d'être super sociable et voilà, c'est là que plutôt on construisait en fait, des liens. Mhm. À partir de quel moment tu as commencé à te sentir à la maison là-bas? Tu as En commencé fait, à aller au très vite, théâtre? Oui, parce que j'ai vu les photos, oui, tu étais au théâtre, donc ça veut dire que tu as le niveau de comprendre les choses, c'est incroyable quand même. bof, bof, on va dire. Donc moi j'ai en fait, je me suis sentie chez moi, je me suis sentie chez moi en Russie très vite. Les Russes pensaient que j'étais soit, arménienne, soit juive, mais donc que j'étais Mhm. «russe» entre guillemets, mais que j'étais en fait, née ailleurs et que j'étais revenue en Russie pour en fait rapprendre, voilà, le russe et cetera. Donc on créait vraiment des idées pareilles et je me disais: «Ah bon? OK, merci». Donc du coup ça allait, les gens me parlaient beaucoup et très vite.
Et pour tout ce qui est théâtre, et cetera, au début, j'allais, à des pièces de théâtre, des livres, par exemple, que j'avais déjà lus, pour comprendre un peu l'histoire. Si, j'aime beaucoup, le visage russe, on va dire, les expressions russes, et j'adorais aller au théâtre juste pour voir, les personnes, en fait, s'exprimer, et parce que c'est vraiment différent, de tout ce que j'ai vu en Belgique. Dis-moi, l'âme russe, qu'est-ce que c'est pour toi, si ça existe ou pas? En fait, je trouve que les Russes sont très, très émotionnels. Donc en fait, si quand les Russes les jeunes et les plus vieux, quand ils se mettent ensemble, ils commencent à boire et puis après un moment, ils commencent à chanter. Et en fait, dans ces chansons, ces manières de faire, les émotions qu'ils partagent, et cetera, là, je trouvais toujours: «Ah, maintenant je suis en fait, je vois l'âme russe», et Mmh. les choses qu'on parle de voilà, des les sujets qu'on parle, les émotions qu'on partage, et cetera, et c'est ça un peu, je trouve, l'âme russe qui se montre, qui se manifeste. Alors que quand tu es en pleine journée, par exemple, dehors, dans la rue, il y a rien qui se montre, tout le monde est hyper sérieux, et cetera. Mais après, il y a des moments où on se laisse aller comme ça, et je me dis: «Ah, ça doit être ça l'âme russe». Hem, est-ce que tu veux revenir? Et si tu veux revenir, pour Moscou ou tu veux aller dans une autre ville? Oui, en fait, ça me manque, la langue russe, parce que là, maintenant, j'ai pas vraiment l'opportunité de parler le russe. J'essaie encore d'écouter des podcasts, et cetera, mais c'est pas la même chose, et je ça me manque aussi l'ambiance en Russie, et cetera. Donc oui, j'aimerais y retourner, pour la culture, pour les sorties, pour la vie, quotidienne, et cetera. Pour même la nourriture, allez, je veux dire, c'est quand même autre chose. Mais les conditions de vie ne sont pas encore top, et je Mmh. me dis: «J'aimerais retourner», sauf si vraiment, je pourrais travailler, par exemple, pour un fonds, enfin, je ne sais pas, pour une entreprise européenne ou autre. Est-ce que tu as vu beaucoup de gens, qui sont pas juste venus de Moscou? Presque tout le monde. On vient en fait, de partout de la Russie pour travailler à Moscou, et en fait à Moscou, je ne sais pas, il y a 17 millions de personnes. Mmh. Voilà, il est très, très, rare, rare de trouver vraiment un quelqu'un un moscovite, c'est ça? Mmh. Qui est vraiment, de Moscou, et toute sa famille était à Moscou, quoi. Mmh. Donc Москвич, ouais, москвич. ouais, ouais. Dis-moi, et les Russes, est-ce qu'ils sont différents? Si quelqu'un dit, «Tiens, moi, je viens de Sotchi, moi de Vladivostok, moi de Omsk, et moi de Rostov-na-Donou», est-ce que c'était différent? Les gens étaient différents ou pas? Oui, en fait, moi, je repérais pas la différence. Donc pour Mmh. moi, la manière comment on parlait, et cetera, parce qu'il y a quand même la langue et les manières de faire qui sont très uniformes, Mmh. homogènes. Mais après, je voyais que mes amis russes le voyaient. Est-ce que tu peux conseiller à quelqu'un qui va partir bientôt à Moscou? En fait, une amie à moi m'avait demandé cette question parce qu'elle partait à Saint-Pétersbourg il y a quelques mois, et je lui ai dit: «Il faut acheter un smartphone», parce qu'elle avait pas de smartphone. Il y a plein d'applications et tout est sur, ton mobile. Donc il y a Yandex Taxi, Yandex Métro, voilà, toutes sortes d'applications que tu dois avoir si tu veux en fait, être indépendant en fait, et de repérer les choses, et de te retrouver dans la ville. Ой, merci beaucoup, merci énormément. C'était très Мгм. intéressant, и я очень рада, что ты была в Москве, что ты это сделала. Я тоже очень рада. Да. Да. А, Марин, я тоже хочу сказать, Давай. вот это, le temps, donc moi j'ai plus froid ici en Belgique qu'à Moscou. Ça, je veux dire, parce qu'en fait, la Belgique est beaucoup plus humide que Moscou, et Mmh. même s'il fait moins chaud, donc moins chaud à Moscou, le froid est vraiment, l'humidité ici à Bruxelles est vraiment dingue, donc voilà. Et merci pour les cours de russe, et cetera, hein, donc c'était quand même, c'est une, aventure.